à toutes et à tous. Merci, en tout cas, nous sommes contents de vous accueillir à cette matinale de l'inclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la matinale de l'inclusion? Donc, la matinale de l'inclusion, c'est un rendez-vous mensuel organisé par le RINOC et porté par la Mêlée sous la forme d'un webinaire pour pouvoir mettre en fait à l'honneur un thème tous les mois et des intervenants qui travaillent sur le territoire autour des enjeux qui sont liés à l'inclusion numérique. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion d'échanger avec vous, les structures de terrain qui travaillent activement en Occitanie en faveur de tout ce qui est inclusion numérique. Donc là, c'est le second rendez-vous. Donc, tous les mois, nous avons un thème. Et justement, dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre l'illettrisme, le thème qui a été retenu, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'inclusion numérique face à l'illettrisme. Donc, bien sûr, nos intervenantes et intervenants reviendront largement sur le sujet. On aura des définitions assez précises, on aura des chiffres à l'appui. Donc, justement, je vais pas parler des chiffres, mais c'est un sujet vraiment qui nous parle à tous. C'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un enjeu majeur. Donc, c'est pour ça que nous nous réunissons aujourd'hui pour pouvoir en parler. Donc, avant toute chose, avant de commencer, sachez que ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur notre site web et sur les réseaux sociaux notamment aussi sur le réseau de YouTube, le site de YouTube. Alors, si vous ne souhaitez pas être enregistré, si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay, je vous invite à couper vos caméras. Je vous invite également à couper vos micros, messieurs, dames, que nous puissions vraiment écouter, que tout soit assez fluide. N'hésitez pas, par contre, à poser toutes vos questions dans le chat. Le but, c'est que ça soit vraiment interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure qu'on avance. L'idée, c'est que vraiment, ça soit enrichissant, qu'on puisse partager des infos, qu'on puisse aussi en recevoir. Et justement, à la fin du webinaire, s'il y a 2, 3 personnes des structures qui veulent prendre la main pour pouvoir partager leur expérience ou apporter des éléments de réponse ou alors compléter des choses, sentez-vous libre. Alors, je manque à mes obligations. Je suis Ariane Meyer-Nisian. Je travaille pour le compte de la Mêlée. Et ce matin, je suis accompagnée par Cassandra Marc et Audrey Pépin, mes collègues de la Mêlée, justement. Alors, donc, avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet, je vais laisser la main à notre premier intervenant. Donc, aujourd'hui, nous avons 5 intervenants, 4 structures que vous aurez l'occasion de découvrir au fur et à mesure. Donc, sur ce, je vais laisser la main à Olivier de l'association FIRST Hero. Il va nous présenter sa structure, il va se présenter beaucoup mieux que moi, je puisse le présenter. Donc, Olivier, je te laisse la main, si tu le veux bien, pour nous présenter ta structure, présenter les actions que vous menez au sein de ta structure et puis nous apporter des éléments ou des éléments concrets. Allez, je te laisse la main, Olivier. Eh bien, merci pour votre accueil et votre invitation. Donc, Olivier Failly, donc moi je suis responsable du développement donc, à Facero. Donc, Facero, nous sommes un réseau d'entreprises qui partagent des valeurs d'inclusion, de lutte contre les discriminations. Donc, on est une association loi 1901 et notre objectif, c'est de mobiliser les entreprises du territoire autour de ces valeurs et les faire agir, parce que dans le FACE, il y a le A de agir, concrètement dans nos projets et nos actions. Nous avons 5 champs d'intervention qui sont l'entreprise elle-même, où l'idée c'est de développer la RSE en interne, développer des bonnes pratiques des entreprises, notamment au niveau RH, recrutement, etc. Sur la partie emploi, l'idée est d'amener des publics éloignés de l'emploi vers un retour à l'emploi, une amélioration de leur employabilité en faisant intervenir directement les entreprises par du parrainage, marrainage, des job dating, conviviaux, etc. Sur la partie éducation, on intervient directement dans les collèges et les lycées pour renforcer l'égalité des chances et ouvrir le champ des possibles auprès des scolaires. Et sur la médiation sociale, l'idée est de contribuer à plus d'équité dans l'accès aux droits et aux services des publics qui sont les plus en difficulté. Et enfin, sur la partie territoire, l'idée est de favoriser les synergies, les développements de grands projets en lien aussi avec les politiques publiques. Pour entrer plus directement, alors je sais pas, le slide suivant ne passe pas pour l'instant.
Pardon. Donc, nous, la question de l'inclusion numérique, notre sujet de ce matin, qui est plus donc l'illettrisme, mais qui aujourd'hui, dans les dimensions du monde du numérique, prend la forme d'électronisme. Nous intervenons sur ces questions d'inclusion numérique depuis 2015 avec la création d'une école du numérique qui s'appelle Up2, labellisée Grande École du numérique, qui vise à former des publics peu diplômés vers ces métiers numériques qui sont aujourd'hui sur le territoire très pourvoyeurs d'emplois. Et donc, l'idée, c'est de remettre du lien et des possibilités d'accès à ces métiers pour les publics, notamment voilà, les publics peu diplômés, notamment habitants des quartiers prioritaires. On a participé au développement d'une antenne Est du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans les métiers du numérique qui était présent sur Olivier, la partie... Oui. excuse-moi de t'interrompre. Du coup, tu ne présentes pas ta slide là, non? Ta deuxième Ah, slide, non, on ne l'a pas. d'accord, pardon. Ça a dû Pas de souci. passer au travers. Je vous repartage. Très bien. Est-ce que c'est bon? Voilà. Yes, là, c'est bon. Voilà, du coup, l'idée des groupements d'employeurs, c'est d'amener aussi des publics qui sont en risque d'exclusion, difficulté d'accès à l'emploi vers ces métiers du numérique. Donc, on a lancé une première promotion de web développeurs donc en septembre. Et puis, le développement d'un café social numérique qui a pour objectif chez nous de travailler ces questions numériques d'accès aux droits, de démarche, mais dans un esprit convivial. Pour aller plus loin sur ces questions de fracture et d'électronisme, on a imaginé avec le conseil départemental de l'Hérault, donc une action qui s'appelle Un ordi pour tous 34, qui a pour objectif très concret d'équiper les publics donc éloignés des usages numériques à un PC par une remise gratuitement de cet ordinateur qui sont donnés par le conseil départemental lui-même et favoriser, donc proposer un accompagnement à la prise en main du matériel et aux usages numériques par des ateliers en amont de prise en main du matériel. Donc, on s'adresse à des publics assez éloignés, pour certains qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Donc, comment on allume son ordinateur, comment on va sur l'environnement, quelles démarches on peut faire. Donc, il y a 2 à 3 ateliers qui sont proposés et ensuite, les personnes peuvent repartir avec leur ordinateur. Et l'idée aussi est de favoriser leur autonomie ensuite dans les usages, puisque du coup, on sait que le digital a un impact dans l'ensemble de la vie quotidienne des personnes. Et du coup, on a une hotline pendant 3 mois avec notre partenaire Culture Numérique qui permet en fait de répondre à leurs difficultés quand ils sont eux-mêmes chez eux, ils se retrouvent face à l'ordinateur, je ne sais plus comment faire telle ou telle manip, je suis bloqué, je peux appeler culture numérique qui va m'aider dans la résolution de ma problématique. Donc, les modalités pour participer à cette action, donc, elle s'adresse à toute personne en parcours d'insertion socio-professionnelle qui sont accompagnées, orientées par des partenaires de tout type, associatifs, les organismes conventionnés du conseil départemental, les bénéficiaires accompagnés dans le cadre du service public de l'emploi. Il y a un petit test de positionnement pour voir quel est le niveau en fait d'utilisation en fait de l'ordinateur, pour savoir si on est à un niveau débutant ou si sur un niveau intermédiaire. Des sessions d'ateliers qui sont animées par territoire, et puis donc une remise du matériel à la fin, et enfin, comme je vous le disais, une hotline pendant 3 mois pour répondre à leurs besoins. 2 territoires d'expérimentation ont lieu donc sur Montpellier et Béziers donc depuis 2021. Et puis à partir de septembre, un développement de l'action sur d'autres territoires de l'Hérault, donc à savoir Agde et Lunel. Aujourd'hui, c'est plus de 160 personnes qui ont pu bénéficier de cet équipement. Et c'est des personnes qui sont aujourd'hui plus autonomes dans leur recherche d'emploi. On a eu plusieurs retours de la part d'associations qui nous disait que jusque-là, les personnes ne faisaient pas de même leur démarche, par exemple, de CV, d'envoi de CV, de lettre de motivation. Et ils ont vu qu'avec l'équipement, c'était des démarches qu'ils faisaient. Et puis, il y avait une meilleure communication aussi qui se faisait entre eux et leurs conseillers qui les accompagnaient dans leur démarche.
Et puis, on se rend compte aussi qu'au-delà des usages d'accès à l'emploi, c'est des usages aussi de démarches en ligne plus globales qui sont faites, d'accès au droit, et puis de scolarité des enfants, puisque du coup, aussi l'ensemble du foyer, de la famille, peut bénéficier aussi de l'équipement d'ordinateur. Donc, c'est une action assez intéressante voilà, qui se développe sur, à terme, l'ensemble des territoires de l'Hérault. L'idée aussi, c'est d'amener une variété aussi. Aujourd'hui, on est sur des PC fixes, mais demain, d'équiper les personnes en tablette, en PC portable, voilà, grâce à d'autres collectivités qui pourraient aussi se joindre au projet ou d'autres entreprises dans le cadre bah, voilà, des entreprises avec lesquelles on est en lien qui donnent aussi du matériel régulièrement et qui pourraient bénéficier au public qui en ont le plus besoin. Voilà, si vous avez quelques questions directement sur l'action maintenant ou pas, voilà, il y a mes coordonnées aussi. Si vous avez si vous voulez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas aussi à me contacter par ailleurs. Ah, très bien. Merci Olivier pour cette présentation assez claire. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc je suppose que vraiment tu as déjà anticipé en fait les questions que les personnes avaient. Mais messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas. Olivier est toujours là, ou sinon, comme il l'a bien précisé, vous avez vous avez son adresse mail, son numéro de téléphone pour aller plus loin. Ou si vous avez envie de mener des actions justement avec eux, je suppose, Olivier, que tout le monde on peut te contacter si on a envie de mener des actions Oui. collaboratives avec vous. Bien Euh, évidemment. Donc, sur d'ac- l'ensemble des territoires, comme je vous disais, on est en train de déployer sur Hague, Lunel. Donc, si vous avez aussi, voilà, vous souhaitez envisager des collaborations, on pourra vous envoyer aussi le programme des prochains ateliers qui ont lieu donc, sur ces territoires pour que vous puissiez aussi positionner éventuellement des publics qui seraient intéressés par cette action et bénéficier de l'équipement. Très bien. Moi, j'avais juste une question par rapport à l'équipement. Alors, comment vous les avez, ces équipements-là? Est-ce que ce sont des dons d'entreprise? Comment vous arrivez à avoir les ordinateurs que vous mettez à disposition en fait de vos usagers? Alors aujourd'hui, comme c'est une initiative au départ du conseil départemental, ce sont des PC uniquement du conseil départemental dans le cadre ils ont changé complètement leur flotte informatique et du coup, bah, ils avaient ces PC qui souhaitaient faire bénéficier au public. Donc aujourd'hui, ce sont des PC uniquement du conseil départemental, mais dans le cadre de notre mission d'animation, nous recevons du matériel d'occasion, usagé, entre guillemets, mais qui fonctionne encore de la part des entreprises de notre réseau, puisqu'on est un réseau de plus de 400 organisations sur l'Hérault qui vont nous donner du mobilier ou des PC et qu'on va, dans le cadre de notre mission d'animation de la charte entreprise des quartiers et des entreprises s'engagent, redonner aux associations qui sont dans les quartiers notamment et qui vont avoir ces besoins-là pour accompagner les publics qu'ils ont au quotidien. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est le conseil départemental, mais demain, aussi d'autres entreprises peuvent contribuer à donner aussi du matériel qui pourra aussi contribuer au développement de l'action et au public directement. Très bien. Bah, voilà, l'appel est lancé. Donc, si on a des entreprises là aujourd'hui ou qui vont nous réécouter après, n'hésitez pas à prendre contact avec Olivier et son équipe. Si vous avez un changement d'équipement ou de votre parc informatique, hein, ça arrive Tout à assez fait. fréquent dans les entreprises. Donc, n'hésitez pas parce qu'il y en a d'autres qui en auront besoin et ça sera bien utilisé. Merci Olivier. Je te Avec remercie plaisir. pour cette belle présentation. Alors, Merci à vous. sans plus tarder, on va passer la main à Aralia. Donc, on aura Muriel et Charles. Donc, Muriel et Charles, je vous laisse prendre la main, nous présenter. Pareil, vous vous présentez la structure, vous présentez Aralia et les actions que vous menez justement au sein d'Aralia. Donc, pareil, je vais vous laisser dérouler votre présentation et au fur et à mesure, s'il y a des questions, je les ferai remonter. À vous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, quel enthousiasme. Alors, du coup, voilà, la slide. C'est parti. Donc, bonjour, je suis Muriel Doumerc, formatrice et responsable du pôle de compétences de base à Aralia. Et du coup, moi, c'est Charles Calanas, conseiller numérique France Service au sein d'Aralia. Donc, Aralia est une association qui est née en 2006 à Albi. Notre cœur de métier, c'est le développement des compétences de base. Et on intervient principalement dans le département du Tarn. Voilà.
Alors, on travaille en plusieurs pôles. Voilà. Le pôle social, où on fait principalement des ateliers sociolinguistiques dans les quartiers prioritaires de la ville d'Albi, mais aussi dans les villes alentours comme Saint-Juéry, Gaillac, Carmont et autres. On a aussi le pôle insertion, où on a de nombreuses actions, où également les apprenants ont des ateliers de développement de compétences de base, mais aussi un accompagnement professionnel individualisé avec notre CIP. Le pôle compétences de base, où on a des actions à destination des salariés en insertion ou en entreprise classique. On travaille également avec les étudiants de l'Université de Champollion et aussi l'Exio, dont on va vous parler juste après. On va développer un petit peu cette action. Et du coup, après, on a le pôle numérique, où là, on va en fait contribuer à réduire la fracture numérique en proposant des formations sur les outils du numérique. Et on va développer aussi des actions avec d'autres partenaires, notamment avec le réseau Mission Locale. Et les 4 pôles s'entremêlent vraiment ensemble, on travaille vraiment ensemble. Donc, on a mis les définitions de l'illettrisme, on sait que tout à l'heure, Véronique Joulier reviendra dessus, mais c'était important quand même de préciser un petit peu tout ça. Donc, les personnes en situation d'illettrisme sont les personnes qui n'ont pas, les compétences de base suffisantes pour être autonomes dans la vie quotidienne. Voilà, après, moi, je vais revenir un peu sur l'inclusion numérique. Donc, c'est ce qui vise à rendre le numérique accessible à tous, principalement donc, téléphonie, Internet, et de transmettre les compétences numériques pour être autonome au niveau social et économique. Donc, on vous a préparé aussi une slide pour revenir sur les différents profils linguistiques parce que c'est vraiment pas évident de repérer justement les personnes dites alpha, post-alpha, FLE, en situation d'illettrisme, remise à niveau, tout ça. Donc, ça peut être intéressant de revoir tout ça. Et donc, justement, voilà, le repérage des personnes en situation d'illettrisme est souvent très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous mettre aussi ces différents profils. On va commencer par un témoignage d'un stagiaire de la formation Lexio. Je m'appelle Tabakira Mohamed, je suis venu France métropolitaine en 2013. J'ai fait la formation pour lire et écrire le français et puis là je suis amélioré, je ne suis pas comme avant, j'ai besoin de continuer cette année-ci. Comme là pour l'instant je n'ai pas trouvé de boulot. Et je ne veux pas rester à la maison sans rien à faire. Moi, mon projet, c'est pour faire le permis poids lourd. Ou même j'ai augmenté aussi les cassettes des travaux publics. J'aimerais même faire ça. Avant, je ne peux pas lire et écrire. Mais maintenant, je sais lire et écrire, mais le problème, il y a juste un souci sur le écrit. Pour écrire, mais pour lire, j'arrive pas à lire vite, mais je lis quand même. Je peux lire quelque chose. Ouais. Ce qui est changé avec moi. Avant, je ne savais pas allumer l'ordinateur et puis éteindre l'ordinateur. Maintenant, je sais allumer et éteindre. Mais le problème, il y a pour chercher de quelque chose ou pour aller comme le téléphone. Là, c'est le problème qui est là. Quand je vais, par exemple, sur ordinateur ou sur une cahier pour écrire quelque chose, là, c'est compliqué. Un jour, quand mon problème il est sorti, moi, là, je fais faire, il y a beaucoup de concours. Permis poids lourd, il y a des auxiliaires ambulanciers, il y a beaucoup de concours. Vous aimeriez faire ça? Oui, oui, moi je voulais, oui, oui. Surtout, il faut quelqu'un qui sache voir. Il y a des questions écrites.
Donc voilà, donc on remercie Mohamed d'avoir témoigné. Donc Mohamed a participé à la formation Lexio, au dispositif Lexio. Donc ce dispositif, il est financé par la région Occitanie. Et nous, dans le Tarn, on travaille en groupement avec le CREPT, qui est mandataire, et l'IRFA Sud. Donc rapidement, l'objectif, voilà, c'est de gagner en autonomie dans la réalisation de ces démarches de la vie quotidienne et professionnelle. Voilà, le public, rapidement, c'est avoir 16 ans minimum, avoir été scolarisé en France, ou, là, il y a eu un petit changement il y a quelques temps, avoir suivi un apprentissage de la langue française. Donc, ouverte aux personnes FLE avec un niveau A1, c'est-à-dire être capable d'avoir un oral fluide et ne pas détenir le degré 2 de la NLC. Donc là, on va vous présenter différentes actions que l'on a réalisées avec nos stagiaires au sein du dispositif. Donc là, pour vous montrer que tous les domaines ont été travaillés. Donc le contenu même de Lexio, c'est travailler 6 domaines, donc communication orale écrite, l'éducation citoyenne, le numérique bien sûr, le calcul et l'apprendre à apprendre. Donc voilà, là c'était quand Albi était ville-étape du Tour de France, on a vraiment travaillé tous ces domaines autour de cette action collective. Là, c'était la visite de la scène nationale d'Albi. Là, du coup, c'est les présentations minutes. Donc, on travaille le langage corporel, gérer ses angoisses, connaître aussi ses points faibles, mais surtout ses points forts, en fait, pour les accentuer le jour J. Donc là, pareil, on travaille tous les domaines, puisqu'il y a du numérique, effectivement, il y a l'utilisation d'Internet pour faire des recherches, et derrière, l'écriture aussi pour écrire un peu son discours, qu'on va dire, pendant la présentation. Donc là, on était au Fil de Soie, une association avec qui on est partenaire aussi. On fait une visite suite à une exposition. Et on a mis en place des ressources numériques accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone, pour les stagiaires, donc directement chez eux ou au centre de formation. Donc là, dedans, il y a des exercices et tout plein de sites utiles que les stagiaires pourront utiliser. Voilà, là aussi, c'était une sortie autour des écrits du quotidien. On est sortis tous ensemble dans la rue et on a pris donc en photo plein d'écrits du quotidien. On a travaillé autour de ça. Et on a voulu mettre en place des open badges pour valoriser le travail des stagiaires, notamment sur le CV, et en fait pour voir leur progression. Et voilà, vous avez plusieurs exemples: autonomie, base informatique, motivation et volonté d'apprendre, ou communication professionnelle. On a eu d'autres interventions aussi, par exemple d'organismes de formation qui sont venus présenter leur formation qualifiante, là aussi des structures d'insertion par l'activité économique, et aussi une ancienne députée du Tarn qui était venue échanger avec nos stagiaires. C'était très intéressant. On met en place un Moodle avec ressources et territoires pour rendre accessibles les cours directement chez eux, ou même aussi en formation. Donc, on continue aussi le développement des ressources numériques du site. Et on se professionnalise aussi pour les formations à distance, parce que voilà, c'est une réalité aujourd'hui, les formations à distance, être capable de développer des temps synchrones, asynchrones, des classes virtuelles, de l'auto-formation, tout ça, on est vraiment là-dessus. On a aussi fait une formation, notamment avec la GFIP, sur le facile à lire. On est en train de créer pas mal de supports adaptés pour le facile à lire. On a aussi l'agrandissement des locaux. On accueille de plus en plus de stagiaires, donc il a fallu en fait agrandir les locaux. Donc c'est en cours. Là, on n'entend pas les travaux, mais c'est actuellement en cours. Et on a aussi la modernisation du matériel informatique. On a eu des subventions, par exemple, de la Fondation du bâtiment et du Crédit Mutuel en 2018 pour moderniser le matériel informatique. Alors après, il va falloir continuer à moderniser parce que voilà, ça va très vite à ce niveau-là. Et le 22 septembre, nous allons participer à la journée sortir de l'illettrisme, tous concernés avec l'NLC et ressources et territoires à Toulouse, à la médiathèque. Pour nous, la veille est très, très importante et on participe à de nombreux webinaires, formations, donc oui, avec la NLCI, ressources et territoires, la GFIP et bien d'autres. Voilà, donc là, on a nos partenaires. On en a bien d'autres, mais voilà, vous pourrez les retrouver directement sur notre site internet Espace Aralia. On a aussi un Instagram, un Facebook et voilà notre adresse aussi mail. N'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir, à nous poser des questions. Merci. On est disponible. Très bien. Merci à Muriel, merci Charles pour cette belle intervention aussi. Et merci pour ce beau témoignage de Mohamed.
c'est bien Mohamed, parce que ça prouve vraiment qu'il y a des besoins, il y a des choses à faire, mais ça prouve aussi qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a de l'évolution et quand on voit une personne comme Mohamed qui a l'envie d'apprendre et qui est accompagnée par ces structures-là pour aller acquérir les compétences nécessaires qui vont lui permettre vraiment aussi de pouvoir s'insérer socialement, de pouvoir faire des démarches, on se dit, ben, c'est une très belle réussite. Ne serait-ce qu'une seule personne, c'est une très belle réussite. Et sachant qu'ils sont des milliers qui sont accompagnés par vous, par ces structures-là, donc vraiment bravo à tout un chacun et bravo pour le badge numérique, hein, parce que bah, c'est une fierté pour les gens, en fait, les personnes aujourd'hui d'afficher ce badge-là. Sur leur CV, de dire, voilà, j'ai pu acquérir ce badge-là parce que j'ai pu bosser. Donc, c'est une reconnaissance sociale. Je trouve que c'est génial. Merci. Il y a beaucoup de conseillers numériques là qui nous suivent en ce moment. Donc, un coucou aussi hein, à vous qui faites aussi beaucoup de choses sur le territoire. Donc, je pense que vous rencontrez des personnes comme Mohamed tous les jours que vous accompagnez aussi dans leur montée en compétences. Après, on voit bien que c'est assez complexe aussi, hein, parce que ben voilà, il faut savoir écrire, il faut savoir lire. Et donc, voilà, on voit bien par le témoignage aussi de moi-même et bien d'autres hein, que c'est assez complexe aussi de mettre en place ces ateliers. Mais c'est pas impossible. Oui, on s'en doute. On s'en doute très bien. Et moi, j'avais juste une question parce que vous avez parlé de Lexio, vous avez parlé de FLE. Voilà, moi, je sais ce que ça veut dire le FLE. Est-ce que vous pouvez juste définir? Et je ne sais pas si c'est le même public parce que j'ai cru comprendre que Lexio, on a un type de profil et sur le FLE aussi, on a un autre type de public. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur ces deux acronymes? Donc, Lexio, à la base, c'est une action qui est vraiment à destination des personnes en situation d'illettrisme. Donc, c'est-à-dire les personnes scolarisées, 5 ans minimum, mais qui n'ont pas les bases nécessaires pour être autonomes. OK. FLE, ce sont les personnes, donc FLE, ça veut dire français langue étrangère. Les personnes qui ont été scolarisées dans leur pays, mais qui ont besoin d'apprendre la langue française. Il y a différents niveaux. Ça va du A1 au C2. Et donc, Lexio a été ouvert quand même à un certain nombre une certaine place pour des personnes FLE avec un oral assez fluide en français, voilà, pour qu'on puisse quand même voilà, travailler ensemble. D'accord, ok, voilà. Très bien. Merci pour cette précision. C'est vrai que hier, on en parlait encore avec Véronique, qui va revenir aussi sur voilà, certaines définitions. Mais merci. Je ne vois pas de questions pour vous non plus. On est super, on est dedans. On a répondu aux éventuelles questions. Donc, on va pouvoir passer la main. Alors, j'ai lui qui nous dit très intéressant. Coucou lui. Donc, lui travaille à la mêlée avec nous aussi. Faites-vous du collectif Badjon? L'Occitanie à tout hasard. OK, donc c'est une question pour Charles et puis Muriel, je crois. Est-ce que vous faites du collectif Badjon par rapport au badge numérique en Occitanie à tout hasard? Non, 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 du tout. Donc, c'est un projet hein, peut-être à lancer. Pourquoi pas, effectivement. Oui, de toute façon, il y a tellement de projets différents qui, bah, voilà, il faut qu'on regarde tout ça, effectivement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se voir aussi aujourd'hui, de tous se rencontrer comme ça. OK. Donc, lui, hein, tu as bien noté, donc n'hésite pas à revenir vers Aralia pour voir s'il y a encore plus de choses à faire dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, nous, on reste en tant que relais aussi, si jamais. Très bien. Donc, sans plus tarder, on va passer la main. Je vais passer la main. Je pense que c'est… à qui le tour? Je pense que c'est Maïva. Maïva, oui. Je te passe la main. Je te laisse te présenter ta structure et également les actions que vous menez au sein de ta structure. Merci Ariane. Bonjour à tous. Oui, je suis Maïva Le Sourd, donc je suis la coordinatrice de l'association Tininan. Tininan, c'est une association qui est implantée dans le quartier Mosson à Montpellier, donc il y a un quartier prioritaire de la ville et une association de proximité. Donc on travaille avec les habitants du quartier. On a une entrée, une adhésion qui se fait par les ateliers linguistiques, donc une demande d'apprentissage du français et pour les femmes. C'est-à-dire que du coup, on va se retrouver plutôt dans de l'alphabétisation. On va travailler plutôt l'alphabétisation. Donc pour situer un petit peu par rapport à ce qu'on a dit, c'est vrai qu'en France, il y a une distinction qui est apparue avec un terme qui a été apporté en 1981 par ATD Carmonde. Au niveau de l'UNESCO, on parle d'alphabétisation, quelle que soit la situation de la scolarisation, pour des compétences insuffisantes en lecture, écriture et compétences de base. En France, on a cette distinction
qui est parfois utilisé dans d'autres pays francophones aussi, entre l'illettrisme pour des personnes qui ont été scolarisées en France et qui ont désappris ou qui n'ont pas réussi à acquérir les compétences suffisantes, alors que l'alphabétisation, on va plutôt l'utiliser ce terme pour des personnes qui n'ont pas été scolarisées, donc plutôt ailleurs qu'en France, puisque en France, on a une scolarité obligatoire. Donc nous, on reçoit des femmes qui n'ont pas été scolarisées dans leur pays d'origine, et il y a donc aussi la question de l'apprentissage de la langue orale en parallèle de tout ce qui est écrit. Donc on reçoit environ 200 femmes, on a 200 adhérentes qui viennent s'inscrire chaque année pour l'apprentissage du français, oral, écrit, donc 4 heures par semaine. Et à partir de cette demande et de ces ateliers sociolinguistiques, on va développer plein d'autres projets, on va leur proposer plein d'autres activités en lien avec les thématiques de la vie quotidienne. Donc comme vous voyez sur la slide, on développe des projets dans différents axes vers la citoyenneté, avec des activités en lien avec la culture, en lien avec la participation à la vie du quartier, à la vie de la ville et au-delà. Et on essaye de travailler à l'implication dans la vie de l'association. On a un axe autour de la parentalité, avec des projets et des activités qui sont orientées ou à destination de femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans, d'autres pour des mères de collégiens, et d'autres pendant les vacances pour les mères de famille, et puis au-delà, leurs familles, leurs enfants, et puis aussi les maris et les papas. On a un autre axe autour de l'accès aux droits, avec des permanences d'accueil pour les démarches administratives. Et là, on va recevoir non seulement les adhérentes, mais aussi toute personne du quartier, et là, hommes, femmes, et quelle que soit la situation, pour les accompagner dans les démarches administratives, que ça soit remplir un formulaire, que ça soit faire une démarche dématérialisée, et donc là, on est sur les questions du numérique aussi, ou écrire un courrier, ou comprendre quelle démarche, ou à qui s'adresser dans telle ou telle situation. On a aussi donc des interventions et des ateliers autour de la santé et sur les questions des violences faites aux femmes. Le dernier axe que je n'ai pas décrit, c'est par rapport au bien vieillir, donc avec les femmes les plus âgées du quartier, des projets qui vont viser à valoriser leur savoir, à travailler en intergénérationnel et à lutter contre l'isolement. Voilà, donc dans toutes ces activités, le numérique, on le trouve en transversal. On va particulièrement le développer dans la question de l'apprentissage de la langue, dans l'accès aux droits et dans les démarches administratives, mais aussi dans la parentalité avec les questions d'espace numérique, d'éducation, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais les pronotes, etc., où les parents doivent accéder à des plateformes pour gérer les devoirs, les absences des enfants, les notes, etc. Donc par rapport au numérique, oui, voilà, on a depuis plus de 10 ans une salle informatique avec des ordinateurs fixes qu'on utilise dans le cadre de l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire que ça va être à la fois un outil d'apprentissage, un support d'apprentissage, mais aussi un objet d'apprentissage. On va à la fois découvrir l'alphabet, travailler l'écrit, mais on va aussi apprendre à utiliser un clavier, une souris et un ordinateur. On a aussi pu travailler avec des tablettes, notamment avec les groupes de femmes les plus âgées. On essaye de travailler, de développer les compétences autour des tablettes qui parfois sont d'une utilisation un peu plus simple qu'un ordinateur, avec la question quand même de l'avoir chez soi. Bon, la question du matériel personnel est une question centrale dans l'accès, dans l'inclusion numérique. On a des publics qui n'ont pas forcément le matériel, que ce soit tablette, ordinateur portable ou ordinateur fixe, mais qui ont souvent quand même des smartphones. Et c'est pour ça que dans les actions qu'on développe et auxquelles on pense, on va souvent utiliser le smartphone. J'en reparlerai un petit peu après. Dans les actions qu'on a développées par rapport au numérique, on a essayé plusieurs choses différentes. C'est toujours quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui se développent dans le quartier. On ne veut pas forcément, nous, développer aussi des choses qui existent ailleurs, mais il y a toujours cette question de la langue quand même qui
qui est un critère qui fait que c'est pas toujours facile d'orienter vers les actions qui existent ailleurs dans le quartier, puisque nous, on a la spécificité quand même d'avoir des médiatrices en arabe et berbère, en français, arabe, berbère, trilingue, comme on a une population qui est majoritairement arabophone et berbérophone. Et ça permet quand même déjà de lever un frein par rapport à l'accès au numérique. Après, il reste encore la question de l'écrit et puis la question d'être à l'aise, de manipulation de l'outil, mais déjà, on lève un frein. Donc, on a pu développer des ateliers collectifs, plutôt axés sur les démarches administratives, avec l'accès, enfin, accompagner les personnes sur l'accès à leur compte personnel, par exemple. On a aussi fait des ateliers collectifs en lien avec l'apprentissage de la langue, mais hors des heures d'apprentissage, où on essayait de reprendre des choses qui étaient vues, mais en utilisant les ordinateurs. On a proposé aussi, et on propose des rendez-vous individuels par rapport aux démarches administratives, où là, les personnes, au lieu de... Puisque sur la permanence administrative, avec la demande qu'il y a, on a des créneaux souvent assez courts, et donc on essaye au mieux de faire en sorte que les gens puissent faire eux-mêmes, puisque l'objectif, c'est l'autonomie. Hein, de manière générale, dans l'association, on essaye de permettre aux personnes d'être autonomes dans la vie quotidienne. Mais sur des créneaux d'une demi-heure, des fois, quand il y a beaucoup de démarches à faire, on n'accorde pas le temps qu'on voudrait pour que les personnes fassent elles-mêmes leurs démarches. Donc, on prend des créneaux ailleurs, sur d'autres permanences, pour prendre plus le temps ou vraiment les accompagner à faire leurs propres démarches. Et puis, dans le cadre des ateliers linguistiques aussi, on va essayer d'utiliser au maximum ces ordinateurs. Toutes ces actions que je vous décris là, c'est des actions qu'on a pu faire ou qu'on essaye encore de faire, mais c'est vraiment très compliqué d'amener les personnes vers cette utilisation, vers une utilisation autonome, même en entrant sur des choses personnelles qui les concernent directement, avec des besoins directs, comme les rendez-vous individuels sur les démarches administratives. Il y a une crainte. Il y a peur de ne pas bien faire, de mal faire et d'avoir des conséquences financières, par exemple, sur des droits ou quand c'est un papier, un document de circulation, par exemple, pour enfants mineurs, ça veut dire que le document ne va pas arriver à temps et peut-être on ne va pas pouvoir partir. Et donc, vraiment, il y a une crainte et ce n'est pas facile pour que les personnes acceptent d'être eux-mêmes en train de faire les démarches, même si on les rassure comme on peut en disant on est là, l'objectif c'est qu'on vous accompagne et qu'on vous aide à faire ces démarches. C'est pas évident. Mais bon, on va continuer quand même dans ce sens-là. Après, ce qu'on a mis en place à partir du Covid et du confinement, où la question de garder du lien à distance, elle a été obligatoire et incontournable. On a réfléchi à quels moyens on pouvait utiliser. Les visios sont beaucoup développés, mais beaucoup de choses avec les ordinateurs, avec des manipulations qui nous semblaient compliquées, et puis avec un matériel qu'elle n'avait pas forcément. Donc on a choisi de partir d'un outil qu'elles avaient, qu'elles manipulaient, qu'elles utilisaient dans leur vie quotidienne, qui est WhatsApp, l'application WhatsApp, où il y avait déjà des connaissances et une utilisation pour essayer de développer cette utilisation, d'aller peut-être plus loin, et puis pour s'en servir comme support d'apprentissage aussi. Donc, suite au confinement et depuis, chaque année, on crée des groupes WhatsApp de chaque groupe d'apprentissage de langue, qu'on utilise à la fois pour faire du lien, puisque quand même, en tant qu'association de proximité, faire du lien, c'est très important, ça, c'est le ciment de notre fonctionnement, mais aussi pour l'apprentissage. Donc on va leur transmettre des supports, ce qui a été vu dans l'atelier, une feuille qui a été travaillée, une activité qui a été travaillée, on va l'envoyer en photo pour qu'elles puissent le voir, on va envoyer le document audio pour qu'elles puissent réécouter, qu'elles puissent répéter. Et puis, on va les accompagner dans l'utilisation d'un échange en français oral par des messages vocaux, mais aussi écrit, où on va travailler le message écrit dans l'atelier, et puis qu'elles vont taper sur WhatsApp et pouvoir envoyer. Et ça, c'est ce qui marche le mieux, et c'est certainement par là qu'on a la meilleure entrée sur le numérique, avec une utilisation qui est récréative par ailleurs aussi, et qui leur permet de garder le lien aussi avec des proches ailleurs.
mais avec lequel elles vont aller un peu plus loin. Dans les expériences, c'est vrai que le fait d'avoir travaillé à se présenter à l'oral en français et puis d'avoir mis à l'écrit ce message et de l'avoir tapé sur WhatsApp, on a senti dans les groupes une fierté et puis une première fois positive. Ah, j'avais jamais fait ça. Donc, c'est des choses qui marchent bien et sur lesquelles on veut continuer à réfléchir. On réfléchit donc dans l'association tout le temps à cette utilisation, à trouver les meilleures les meilleures entrées pour pouvoir aller plus loin. Par rapport à tout ce qu'on a pu faire pendant le confinement, on a beaucoup réfléchi. On s'est rendu compte que quand même, avec les groupes les plus débutants, à l'oral et à l'écrit, c'était compliqué à distance. Mais dans le cadre de l'atelier linguistique, on peut essayer de faire des petites choses. Et puis, c'est une préoccupation quotidienne, on va dire, enfin, en tout cas actuelle, de voir comment on continue à intégrer le numérique avec des publics qui en sont quand même très éloignés, que ce soit, comme je l'ai dit, pour des raisons de matériel qu'ils n'ont pas, de réseau, d'accès à Internet ou de langue écrite et orale. Voilà, j'espère avoir été claire dans ma présentation. On ne t'entend pas. Très bien, pardon. Je disais merci Maïva pour cette belle présentation et merci aussi d'avoir vraiment fait cette différence-là entre illettrisme et analphabétisme parce que vraiment ce sont des termes qu'on a du mal souvent à décortiquer. Et dans tout ce que tu as dit, oui, en effet, ben, aujourd'hui, on sait qu'il y a 14 millions de Français qui sont en situation de fracture numérique. Donc, dans tout apprentissage, que ce soit contre l'illettrisme ou contre l'électronisme, on sait que le principal frein, c'est la peur. On a toujours peur de faire des actions, on a toujours peur de faire des démarches. Même nous, même les personnes qui sont à l'aise avec le numérique, on a toujours peur de cliquer, en fait. Et c'est super bien d'avoir des personnes, des hommes et des femmes sur le terrain qui motivent, en fait, ces usagers, qui les amènent aussi à avoir cette confiance en soi pour pouvoir effectuer des démarches. Moi, j'aimerais vraiment dire bravo pour la remédiation que vous avez faite, donc d'utiliser WhatsApp, qui est un outil avec lequel on est, le téléphone, et on est un peu familier avec ces outils-là, de pouvoir faire de la remédiation en utilisant cet outil avec lequel ils sont à l'aise pour les amener à monter en compétence dans leur apprentissage. Franchement, bravo. Bravo à vous. Et là, c'est génial. Je tenais juste à le notifier. J'ai une question. Je sais que de par votre situation géographique, peut-être que vous n'avez pas besoin de communiquer beaucoup trop sur vos actions parce que les gens, je suppose, viennent parce que de bouche à oreille, ça marche bien. On vient parce qu'on connaît une personne qui a été accompagnée par votre structure. Mais est-ce que vous avez des personnes, par contre, qui ont du mal à venir? Parce qu'on sait que souvent, quand on n'a pas les compétences de base ou nécessaires, on a honte souvent d'aller vers des structures qui sont là justement pour nous accompagner. Est-ce que vous avez des personnes que vous avez du mal à convaincre parce que justement, elles ont honte ou elles n'ont pas envie de montrer qu'elles ont, elles n'ont pas cette compétence-là? Alors c'est vrai que c'est là aussi où il y a une différence entre les personnes en situation d'illettrisme et celles en alphabétisation. C'est que comme il n'y a pas eu de scolarisation du tout et que c'est pas un choix de leur part de pas avoir été à l'école souvent ou que la scolarité a été écourtée, il n'y a pas ce même sentiment de honte par rapport à des personnes en situation d'illettrisme souvent qui ont appris et désappris et se sentent en situation d'échec par rapport à l'apprentissage et à l'école. Donc, il y a moins cette difficulté. Mais ça reste pas toujours évident quand même de pousser la porte de l'association. Donc, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui viennent accompagnées par une copine, une connaissance, une voisine, qui leur propose de venir. Et de temps en temps, on a des femmes qui viennent, une fois qu'elles ont poussé la porte et qu'elles sont venues, elles nous racontent qu'elles ont mis un petit peu de temps, qu'elles n'ont pas osé venir tout de suite. Et la difficulté, c'est effectivement que on accueille quand même déjà presque 200 personnes, que c'est compliqué de faire plus, voire impossible. Et donc, on accueille celles qui viennent au bon moment pour les inscriptions. Et celles qui sont les plus éloignées, c'est plus compliqué de les toucher. Alors, on a toujours de la souplesse parce qu'on est une association de proximité et on travaille, l'objectif, c'est de travailler avec les personnes les plus éloignées. Donc, quand on arrive quand même à raccrocher une femme qui est en situation d'isolement ou compliquée
pour plein de raisons différentes, on essaye toujours de l'accueillir et de l'accueillir dans l'association et de l'intégrer, de l'insérer dans les activités qu'on propose. Mais c'est vraiment la limite, on va dire. C'est-à-dire que on répond déjà, enfin, on essaie déjà de répondre aux besoins de plein de personnes. Il y a déjà plein de personnes qui viennent faire la démarche avec cette demande et ce besoin, et donc on n'arrive pas à aller chercher celles qui n'osent pas faire la démarche, plus difficilement. Très bien, merci. J'ai une dernière question pour toi de la part de lui. Est-ce que vous bénéficiez du soutien de la collectivité pour vos actions? Est-ce que vous avez d'autres soutiens? Fondations, bailleurs sociaux, CARSAT, parce que j'ai vu Bien Vieillir, du coup. Est-ce que vous avez d'autres soutiens comme ça? Alors effectivement, on fonctionne principalement avec des subventions publiques de toutes les collectivités, principalement dans le cadre de la politique de la ville, puisqu'on est situé sur un quartier prioritaire de la ville. Et puis CARSAT, effectivement, CARSAT Interrégime, CFPPA pour le bien vieillir, pour les personnes les plus âgées. On a beaucoup plus de mal à toucher d'autres types de financement, des fondations. C'est plus compliqué, mais bon, ponctuellement, on peut avoir des subventions, enfin des ressources financières de ce côté-là. C'est vrai que la difficulté, c'est qu'on est sur des actions qui sont sur le long terme, et faire financer des choses sur plusieurs années qui semblent être toujours la même chose, mais finalement avec un public différent et toujours un peu différent. C'est pas pareil, mais le faire comprendre au niveau des financements, c'est pas toujours évident. Très bien. Merci Maïva pour cette intervention, hein, et merci pour tes éléments de réponse. Alors, on va passer la parole à Véronique. Donc, Véronique, Bonjour, bonjour à à toi. toutes et tous, ravie d'être avec vous sur cette matinale. Donc moi je suis Véronique Joulier, je suis chargée de mission coordinatrice à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et pour moi c'est pour la région Occitanie. Donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a été créée en 2000, c'est un groupement d'intérêt public. Elle a 4 collèges, un collège État, un collège avec les OPCO, un collège région et collectivités territoriales, et le dernier collège comprend tout ce qui est monde de l'emploi, de la formation, de l'orientation professionnelle et des entreprises. 3 missions principales à la NLCI: mesurer l'illettrisme en France. Vous verrez que les chiffres que je peux vous donner sont issus d'une enquête qui a été menée par l'INSEE. Cette enquête date un peu aujourd'hui puisqu'elle date de 2011, et la nouvelle enquête est en train d'être passée cette année. On aura les résultats courant de l'année prochaine, donc 2023. Deuxième mission, organiser et coordonner l'action sur les territoires. On est plus, nous, dans la coordination avec une multitude de partenaires dont je parlerai également tout à l'heure. Et on a aussi également tout un volet outillage des acteurs. Alors, on recense évidemment les bonnes pratiques pour pouvoir les diffuser, et on a aussi, nous, des outils qu'on met à disposition. J'ai une slide que je peux aussi vous présenter sur la partie outillage. L'Agence nationale a un siège qui est à Lyon, et depuis 1 an, elle a un chargé de mission dans chaque région. Donc je vous laisse mes coordonnées, vous les voyez s'afficher là. Alors je vais reprendre, on en a entendu parler plusieurs fois ce matin, mais il est important de parler de la définition de l'illettrisme, parce que l'illettrisme, ça reste un tabou en France, et il faut pouvoir le nommer pour pouvoir justement le traiter. L'illettrisme, sur la slide suivante, vous allez voir, ça désigne donc la situation de personnes qui ont été scolarisées en langue française et qui n'ont pas acquis, ou on l'a entendu, qui ont perdu la maîtrise. Alors on inclut dedans de la lecture, l'écriture, le calcul, et maintenant on y ajoute aussi les compétences numériques de base, puisque ce sont toutes ces compétences qui permettent d'être autonomes face à des situations simples de la vie courante. Donc on retient bien que l'illettrisme, il faut avoir été en fait scolarisé en langue française, et malgré cette scolarité, soit on arrive avec un niveau trop faible à la fin de la scolarité, soit avec les années, puisque c'est ce qui peut arriver, on perd. On le distingue, on l'a déjà vu plusieurs fois, de l'analphabétisme, les personnes n'ont pas été scolarisées, et du français langue étrangère, les personnes arrivent de l'étranger comme si nous on partait vivre ailleurs et ont besoin d'apprendre la langue française. C'est important de le distinguer parce qu'on l'a entendu aussi, les freins peuvent être différents. Sur les personnes en situation d'illettrisme, il y a réellement ce sentiment de honte, et je vais y revenir dessus. On parle donc d'illettrisme aussi pour des compétences numériques de base faibles, puisque l'illectronisme, ou encore illettrisme numérique, vous pourrez l'entendre sous ce format-là,
découle de l'illettrisme. Des personnes qui sont en situation d'illettrisme, finalement, c'est très compliqué pour elles de passer sur l'ordinateur, puisque derrière l'ordinateur, vous avez à 95% besoin de ressources, de compétences de base. Il y a la lecture, il y a effectivement l'écriture, il y a les chiffres. Et en fait, quand on n'a pas cette maîtrise-là, ça devient très compliqué de passer sur l'outil numérique. Par contre, inversement, des personnes qui savent lire et écrire peuvent aussi avoir des difficultés face au numérique, mais ce n'est pas systématique, évidemment. Alors maintenant qu'on a bien défini l'illettrisme et qu'on a pu un peu lever ce tabou, je vais vous parler un peu de ce que c'est que l'illettrisme réellement et des causes qui amènent à l'illettrisme. Puisqu'il faut comprendre en fait ces personnes-là pour arriver justement à les repérer, puisqu'il y a une problématique de repérage, et leur redonner confiance pour les amener vers la formation. Les causes, elles peuvent être multiples, en fait. Il n'y a pas qu'une seule cause, mais plutôt un faisceau de causes. Ça peut être un passé scolaire douloureux, ça peut être des situations de rupture, ça peut être des problématiques économiques, familiales, sociales, des problèmes de santé. Et tout ça cumulé fait qu'au moment de l'apprentissage, les personnes n'ont pas pu rentrer dans ces techniques d'apprentissage et ont suivi une scolarité, voire même subi une scolarité sans arriver à acquérir ces savoirs de base. Ou alors elles ont acquéri ces savoirs, mais de manière très faible, elles quittent tôt l'école et après elles ont un métier qui ne leur permet pas de mobiliser ces savoirs et avec le temps, eh ben, elles le perdent, tout simplement. Les conséquences de l'illettrisme, imaginez-vous ne serait-ce qu'une journée sans avoir les compétences de base. C'est quelque chose qui est très compliqué. La lecture, par exemple, vous l'avez absolument partout. Pour vous déplacer, donc je parle évidemment passer le permis de conduire, mais même si vous voulez prendre le métro, il va falloir lire les sorties métro. Il faut arriver à lire un plan. Pour faire les courses, pour pouvoir lire, ce que vous allez vouloir, acheter, les paquets d'emballage, il faut savoir lire. Vous voulez maintenant accompagner votre enfant dans sa scolarité. On parlait tout à l'heure des ENT. Il y a souvent un passage via le numérique, mais il y a aussi le petit mot de la maîtresse dans le carnet. Si vous ne savez pas lire, c'est compliqué d'accompagner son enfant. Et on voit aussi, du coup, des histoires qui se reproduisent avec des parents qui ont été en situation d'illettrisme et qui reproduisent le schéma avec les enfants qui ont du mal aussi à rentrer dans la scolarité. Évidemment, pour tout ce qui est volet administratif, même l'accès à la santé aujourd'hui, vous avez, Doctolib, mais vous avez, évidemment, via l'administratif, beaucoup de choses qui sont maintenant dématérialisées et c'est compliqué de pouvoir se connecter, comprendre là où on doit remplir et écrire quand on a ces savoirs qui sont vraiment trop faibles. Je parle dans le quotidien, mais il y a aussi face à l'emploi, avec la difficulté de lecture de schéma, des consignes de sécurité, de planning, d'horaire et j'en passe. C'est au quotidien, en fait, que ces personnes, sont en difficulté. Alors elles arrivent à avoir des actions, de contournement, puisqu'on a des personnes qui, en fait, au quotidien, il faut avoir beaucoup de courage pour arriver à se débrouiller, quand on est en situation d'illettrisme. Beaucoup de courage, beaucoup de volonté et elles font preuve souvent d'une grande ingéniosité. Elles arrivent à retenir beaucoup à l'oral. C'est des personnes donc qui ne vont pas écrire et qui vont avoir une très grande mémoire. Elles vont arriver à photographier certains mots longs, courts pour arriver à s'en sortir. Après, elles trouvent des excuses de contournement. Aujourd'hui, elles ont oublié les lunettes, demain, elles se sont cassées la main, elles ne peuvent pas écrire. Il y a tout un faisceau d'indices qui nous permet de le détecter, mais après, au quotidien, c'est très long. C'est des personnes, quand elles vont avoir rendez-vous, qui vont être obligées d'aller repérer à l'avance le lieu et on sait que dans cette société qui s'accélère, c'est quelque chose qui, du coup, devient très compliqué. J'insiste sur cette notion d'illettrisme parce que vous allez le voir, c'est des personnes qui peuvent aussi être en emploi et aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, dans l'emploi, à tous les niveaux, c'est des personnes qui, bien qu'elles soient en emploi, souvent le moindre changement va devenir très compliqué et du coup, elles se retrouvent comme ça, sur le banc de la touche, à être obligées soit de quitter l'emploi parce qu'elles ont honte de le signifier et à être obligées à nouveau d'aller chercher un autre emploi, sans avoir, voilà, sans avoir les qualifications donc c'est très compliqué. Je je disais compliqué parce qu'elles ont, un sentiment de honte qu'il est important de relever. Ces personnes ont été, scolarisées et elles ont
honte de signifier que malgré cette scolarité, elles n'ont pas réussi à rentrer dans les savoirs de base. Et ce sentiment, c'est quelque chose qui ressort vraiment souvent. Et au-delà de la honte, il y a aussi la peur d'être stigmatisé, la peur de devoir dire qu'on ne sait pas. C'est souvent quelque chose qu'on cache dans son milieu professionnel, mais aussi à la famille parfois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut arriver à repérer, à donner confiance pour que la personne puisse aller vers la formation, parce qu'il y a aussi la peur de retourner dans un système qui a été fragilisant à un moment donné, et donc il faut redonner courage pour aller vers la formation. L'illettrisme en France, je vais vous donner quelques chiffres avant d'arrêter de parler. Ça concerne 2 500 000 personnes. C'est aujourd'hui 7 de la population qui est en situation d'illettrisme. J'aime bien faire le comparatif pour marquer un peu les esprits. C'est autant que la population de Marseille, de Lyon, de Lille, de Strasbourg, de Bordeaux et de Toulouse réunies. Si vous réunissez toutes ces populations, c'est 2 500 000 personnes qui sont en situation d'illettrisme. L'illettrisme, c'est à 60,5 des hommes et 39,5 des femmes. Alors on fait cette distinction, mais je trouve que même si les femmes, c'est 40 l'impact est souvent important sur les enfants, puisque c'est elles souvent qui sont là pour accompagner la scolarité. Donc du coup, pour nous, il y a des actions envers les femmes sont aussi très importantes. Ce sont 51 de ces personnes qui sont en emploi, et je vous le disais tout à l'heure, elles sont certes en emploi, souvent des emplois de basse qualification, avec la problématique d'avoir des difficultés pour progresser dans l'emploi. Je vous disais, une fois qu'elles sont installées dans l'emploi, souvent elles se créent comme une bulle au niveau de leur poste pour pouvoir le tenir, et dès qu'il y a le moindre changement, il y a de grandes problématiques d'adaptation à ce changement-là, puisque notamment avec l'arrivée du numérique, eh ben, c'est très compliqué. Plus de 50 de cette population qui est en situation d'illettrisme ont plus de 45 ans. Comme je vous expliquais, c'est des personnes qui, au fur et à mesure des années, peuvent aussi désapprendre. Donc c'est pour ça que ce chiffre-là augmente avec l'âge. Et sur la population globale, on a 10 des demandeurs d'emploi qui sont en situation d'illettrisme et 6 des salariés qui sont en situation d'illettrisme. Donc c'est assez important. L'illettrisme, on le retrouve à peu près partout, sur tous les territoires. Au niveau des territoires ruraux, on a 48,5 des personnes qui vivent dans des zones faiblement peuplées, mais on le retrouve aussi au niveau des quartiers prioritaires de la ville, avec 10 de, qui vivent, donc de la population qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville, où là-bas, le taux est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Voilà. Donc l'illettrisme, en fait, n'a pas de territoire, on le retrouve à peu près partout et un peu dans tous aussi les secteurs des branches professionnelles. Alors des solutions existent, elles ont été évoquées. Il y a évidemment Lexio, qui est une solution du conseil régional justement pour réapprendre, pour consolider ces savoirs de base et rendre autonomes les personnes face à ces savoirs de base. C'est important. Nous aussi, on a de l'outillage qu'on apporte à nos partenaires. Je vous en parlais au démarrage. Il y a des outils de sensibilisation. On a aussi des outils de repérage, je pense à l'outil EVA qui nous permet de faire un test. C'est un test avec Serious Game, il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire justement pour passer ce test, il est très ludique. On a aussi des outils de positionnement, EvaCob, des outils pour les ressources humaines et pour les entreprises, puisque vous l'avez vu, on a aussi une partie de ce public-là qui est en entreprise, et donc ça s'appelle Evagile, qui permet justement de faire un diagnostic de l'entreprise dans laquelle on est pour voir le risque potentiel de personnes en situation d'illettrisme dans cette entreprise. Et après, on a également des dispositifs pédagogiques que l'on essaye de diffuser. Un dispositif qui peut être intéressant, c'est le dernier Duplex qui vient qu'on essaye de développer. Et ce dispositif Duplex, justement, son principe, c'est de rentrer par le numérique pour apprendre et réapprendre tous les savoirs de base, la lecture, l'écriture, le calcul. Mais l'outil numérique, du coup, on le fait d'entrée de jeu.
L'idée, c'est d'avoir des choses, de tous les jours, de pouvoir l'utiliser. La personne a besoin de mettre une annonce sur Le Bon Coin, et ben, on va utiliser comment on rédige une annonce, on va utiliser cet outil-là justement pour travailler, les savoirs de base. On a un dernier petit point, s'il me reste 1 minute, un numéro vert, le 0800 11 10 35 sur tout le territoire français, qui nous permet justement de répondre aux personnes qui sont en situation d'illettrisme, de les aiguiller. Ce numéro vert est sur notre territoire, il est tenu par, le CRIA, Ressources et Territoires et Cariforef, puisque dans nos partenaires, on a principalement les centres ressources illettrisme, avec Ressources et Territoires sur l'ex Midi-Pyrénées et le CEREGAR, le CREPA, le CRIA 34, le CRIA 48 et le CRIA 66 sur, l'autre partie, de notre région Occitanie. Donc des partenaires sur lesquels vous pouvez compter, évidemment. Merci à vous. J'espère que j'ai tenu le timing. C'est parfait, Véronique. Alors, moi, j'ai juste une demande. Je ne sais pas si tous les sites, en fait, toutes les adresses que tu nous as données, si tu pouvais rajouter ça suite à slide, parce que, monsieur, dame, vous qui êtes présents, à la fin, vous aurez un support et un compte rendu de ce webinaire. Donc, vous pouvez retrouver toutes les adresses que Véronique nous a citées, qui sont je trouve très intéressante, ces adresses-là. Et puis, ça nous permettra d'aller voir aussi sur ces sites-là et d'avoir aussi le numéro vert que tu nous as tantôt cité. J'en Donc, profite, une adresse de plus qui est très intéressante et qui reprendra à peu près tout. C'est le site Profil Occitanie du Cariforef qui reprend tout ce qui concerne la linguistique, donc notamment la partie lettrisme. Mais je vous mettrai tous ces renseignements-là. parfait. Ben, merci en tout cas, Véronique, pour cette belle présentation. Ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes, parce qu'il y a plus de 50% de personnes qui sont en emploi, qui sont en situation d'illettrisme. Moi, personnellement, je n'avais pas ces chiffres-là et de savoir qu'on a des chiffres comme ça. Mais je pense que les OPCO, les entreprises se sont quand même un peu saisies du sujet, si je ne me trompe pas, parce que j'ai entendu parler des opérateurs de compétences. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont aussi faites dans les structures, dans les entreprises. Est-ce que tu peux juste me confirmer ça? Oui, tout à fait. On a un grand partenariat avec les OPCO. On intervient avec eux justement pour sensibiliser dans les entreprises, sensibiliser les RH avec une approche justement pour arriver à faire ce repérage, puisque le plus compliqué au niveau de l'entreprise, c'est de faire le repérage de ces personnes en situation d'illettrisme pour les amener jusqu'à la formation. Très bien. Merci pour ce complément. Donc, on a tenu le timing, il est 10h05. On est bon. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour toi dans le chat. Tu as dit que tu as été parfaite, excellente. Donc, on a eu les réponses à nos questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais remercier déjà tous nos intervenants, toutes nos intervenantes et nos intervenants pour vraiment cet engouement, pour vraiment tous les éléments que vous nous avez apportés. Et je vais encore préciser que le webinaire sera disponible sur nos différents sites. Et Cassandra, ma collègue, vous enverra un compte rendu de tout ce qui a été dit avec les adresses, le support des structures qui nous accompagnent. Donc, je vais remercier tout un chacun de vous. Merci pour votre présence. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin parce que tout le monde était là. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on a un timing à respecter. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier. Donc, je vois Audrey qui met un petit mot dans le chat. Elle dit merci beaucoup. Donc, merci à tout un chacun pour votre participation et n'hésitez pas à nous recontacter pour aller plus loin dans d'autres échanges ou pour organiser encore d'autres choses ensemble. Parce que, pour rappel, c'est tous les mois, nous avons un thème et nous avons des acteurs. Donc, parlez-en autour de vous et puis ensemble, on pourra trouver des thématiques qu'on pourra débriefer, qu'on pourra vraiment relayer. Donc, merci à Maïva, merci à Olivier, merci Véronique, merci Muriel, merci Charles. Et merci, messieurs, dames. Et je vous souhaite une très, très belle journée à tout un chacun et à très bientôt. Merci. La matinale de Merci. l'inclusion. Au revoir.